Bonjour, bienvenue dans Mobility TV. Je suis ravi de vous retrouver avec autour de la table Arnaud Aimé. Bonjour. SIA Partners. Bonjour à Bernard Desbouvry. Bonjour. Bonjour BDC Consulting. Bonjour à Bernard Julien. Bonjour. Maître de conférence à l'Université de Bordeaux, spécialiste de l'automobile. Et bonjour à vous Bertrand Rakoto. Bonjour. Qui est en ligne de Détroit aux États-Unis pour parler de ce sujet Stellantis. Stellantis peut-il rattraper Tesla? Ici même, lors de la première de Mobility TV World, nous étions avec Carlos Tavares qui a fixé au monde entier cet objectif, que Stellantis pourrait rattraper Tesla avec bientôt des automobiles avec 800 km d'autonomie électrique. Bertrand Rakoto, pour de cœur, et vision américaine, avec Tesla qui est même cité par Bruno Le Maire dernièrement devant la filière automobile pour dire que voilà, c'est un nouveau business model. Est-ce que ça vous paraît vraisemblable? Alors, il faut voir que le marché aujourd'hui, en termes de véhicules électriques, est un marché relativement récent, avec une demande qui est plutôt étroite et une offre qui est encore plus étroite. Donc, pour chaque constructeur de vouloir aujourd'hui croître dans ce marché de l'automobile électrique, ça permet d'avoir beaucoup de perspectives. Et aussi, si on parle d'un marché où on va aller vers 20-25% de véhicules électriques, et qu'on prend un constructeur comme Stellantis qui produit entre 6 et 8 millions de véhicules selon les années, avoir 20-25% de véhicules électriques, on est facilement à 1 million de véhicules électriques par an. Donc, rattraper Tesla en termes de volume, c'est quelque chose qui est totalement réalisable en fait par la plupart des constructeurs au niveau mondial. Il faut savoir que Tesla reste quand même un constructeur de petite taille pour le moment, même s'il y a une phase de croissance, on vient de le voir avec l'ouverture de l'usine de Berlin, donc une phase de croissance relativement forte. Mais on est dans un marché qui reste relativement petit, avec un joueur majeur qui est Tesla. Donc pour chacun de vouloir rattraper Tesla, c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable. Après, sur la technologie, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de progrès encore à réaliser, mais pourquoi les autres constructeurs n'y arriveraient-ils pas? C'est une question à laquelle on peut répondre assez facilement. Il y a encore beaucoup de marge de progression en termes de technologie. Donc Stellantis, c'est pas forcément irréaliste en fait pour un constructeur comme Stellantis de vouloir rattraper Tesla. Pas Totalement irréaliste, Arnaud Aimé. D'accord, pas d'accord? D'accord, et je dirais même que c'est réaliste parce que Tesla est positionné sur des véhicules. Alors, du coup, il y a moins de volume et sur des véhicules très premium. Mais aujourd'hui, c'est ce qui est surtout nécessaire pour les consommateurs parce que le réseau de bornes de recharge, il est encore peu développé quantitativement et puis qualitativement, c'est pas encore tout à fait ça non plus. Donc, on est rassuré en ayant un véhicule électrique avec une grande autonomie. Et tant mieux si les Stellantis et autres constructeurs occidentaux et asiatiques veulent atteindre aussi du 600, 700, 800 km d'autonomie. Mais avec le réseau de bornes de recharge qui va se développer en Europe comme en Amérique du Nord, on peut avoir besoin de moins d'autonomie. Et à ce moment-là, l'avantage qu'a Tesla en termes de cost to range, c'est-à-dire combien on paye pour combien d'autonomie, il tend à s'estomper aussi. Et puis Stellantis, aujourd'hui, ça produit 6 millions de véhicules. Alors certes, à 99% non électriques, ou peut-être un peu moins, mais puisqu'aujourd'hui, ils font le choix du passage à 100% à l'électrique, alors à horizon 2030 en Europe et 2035 aux USA, vu qu'ils font ce move, ils peuvent mettre l'essentiel de leurs investissements dans l'électrique, alors que jusqu'à présent, eux, comme les autres, investissaient aussi dans le thermique. Sachant que l'avantage de Tesla, c'est que ce n'est pas qu'une voiture, c'est tout un univers qui s'accompagne avec la voiture, dont les bornes de recharge. Donc là où Tesla a de l'avance et qu'il va falloir rattraper Stellantis, Bernard Julien, c'est aussi tout le réseau de superchargeurs, de bornes de recharge, d'installation. On achète un full package en fait. Oui, alors on achète d'autant plus le full package que l'infrastructure n'est pas fournie par la puissance publique, parce que jusqu'ici, c'était un marché de niche pour des personnes plutôt très fortunées, et par conséquent, si elles voulaient aller à l'électrique qui n'avait pas le soutien public, il fallait qu'elles fassent elles-mêmes, avec l'opérateur Tesla, l'écosystème qu'elle est avec. Là, évidemment, la pression que met Tavares et que met l'ensemble de l'industrie, c'est pour que nous, contribuables, payons une partie de l'effort à réaliser. Alors, c'est vrai pour le poids lourd, c'est vrai pour le véhicule, et donc ça passe par cette espèce de lobbying forcené que la CEA vient de réitérer pour demander des bornes de recharge. Pour ma part, je ne suis pas absolument persuadé qu'on ait un besoin aussi pressant
de bornes de recharge parce qu'on s'aperçoit sur tous les marchés où ça décolle que la recharge à domicile est la plus importante et que la recharge au travail est plutôt plus pertinente économiquement que les bornes de recharge sur voie publique qui ne trouvent pas leur business model. Mais c'est vrai que pour revenir à la question initiale, rattraper Tesla, aujourd'hui on ne sait pas ce que ça veut dire, si vous voulez. Parce que le système, plusieurs aspects, ça a été évoqué. Être le premier sur l'électrique, quand l'électrique sera le standard universel, ça ne voudra pas dire la même chose qu'aujourd'hui. Et être premier sur un électrique qui était balbutiant et qui exigeait qu'on constitue l'écosystème à soi seul, ce n'est pas pareil que quand il va falloir faire de l'électrique de masse avec un soutien public très fort pour l'ensemble de l'écosystème qui sera, comme ça a été le cas pour la distribution de pétrole autrefois. Il y a eu un moment où quand on voulait vendre des bagnoles, il fallait vendre des bidons d'essence. On est passé à la pompe à essence assez tardivement, finalement. Oui. Donc c'est un peu cette mutation-là dont il faut s'inquiéter. Et de ce point de vue-là, quand il va falloir baisser massivement en prix, faire de l'automobile de masse et faire de l'automobile avec un électrique qui sera soutenu publiquement et qui sera le standard, en Chine ou en Europe, on ne sera pas dans la même histoire. Et il est probable, comme le disait Bertrand Rakoto, que Stellantis et d'autres constructeurs puissent faire à ce moment-là au moins aussi bien que Tesla, dont l'avantage du first mover n'est pas avéré complètement, du point de vue de la capacité à maîtriser les technos. Par exemple, si demain il faut faire de l'électrique pas cher ou très autonome, a priori, la techno de Tesla, ce n'est pas eux qui en sont les maîtres complètement. Alors on me dira c'est la même chose pour l'instant pour Stellantis, mais il y a une bagarre là qui s'ouvre. C'est un peu comme la bagarre sur les batteries. Quand on vous dit les Chinois vont tout bouffer parce que pour l'instant ils dominent tout, comme on ne part de rien, il n'est pas exclu que l'industrie de la batterie européenne soit demain aussi compétitive que l'industrie chinoise parce que c'est maintenant que ça se passe et pas il y a 5 ans, si vous voulez. Bernard Desbouvry. Alors je rebondirai un petit peu sur ce qu'ont dit mes partenaires. Effectivement, ça dépend de quels critères on parle. Rattraper Tesla, en termes de volume, on l'a dit, c'était certainement très faisable assez rapidement, puisque Tesla est encore un constructeur de niche. Rattraper Tesla sur la technologie, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et si on parle de l'écosystème, là aussi, ça devient difficile. Tavares parle de voitures qui vont jusqu'à 800 km d'autonomie. Effectivement. Et puis, il y a un dernier point aussi qui me paraît important, c'est si on regarde un petit peu les chiffres financiers, la capitalisation boursière. Stellantis est valorisé à 55 milliards de dollars et Tesla à 1000 milliards. 1000 milliards, 1000 milliards, c'est-à-dire 15 fois plus. C'est-à-dire qu'on a un acteur beaucoup plus petit qui est valorisé 15 fois plus. Donc ça veut dire qu'ils ont des capacités de financement et donc de financer des recherches technologiques qui font que lorsque Stellantis et d'autres vont se rapprocher du niveau technologique de Tesla, probablement, je ne connais pas les plans secrets de Tesla, mais probablement que Tesla aura avancé dans d'autres domaines. Donc c'est une course, il ne faut pas penser que Tesla va rester statique. Donc rattraper Tesla, ça me paraît difficile quand même. Du côté des États-Unis, Bertrand Rakoto, comment ça se passe justement sur les bornes de recharge, le maillage? Bernard Julien l'a dit tout à l'heure, le maillage, effectivement, est assez encore incertain en France, d'autant qu'on se demande s'il va y avoir suffisamment, entre guillemets, d'électricité pour fournir toutes ces voitures électriques qui vont arriver d'un coup d'un seul. Aux États-Unis, c'est quoi? C'est marginal? C'est réservé à une élite? Ça se situe sur la 5e avenue à New York et à Beverly Hills? Ça se passe comment? Alors, le marché du véhicule électrique est un marché qui est relativement jeune ici et qui ne subit pas en fait les pressions gouvernementales comme en Europe. Donc, on n'a pas une pression fiscale qui pousse les gens vers le véhicule électrique. C'est un choix plutôt technologique, voire un choix économique dans certains cas pour certains foyers aisés. Comme le disait Bernard Julien, ça reste quand même un objet de mobilité aujourd'hui qui est relativement cher. Donc, les bornes de recharge sont, on va dire, plutôt dans des régions qui vont être favorables aux véhicules électriques, donc plutôt la Californie, les États également qui appliquent les lois californiennes en termes d'émissions, donc comme par exemple le Maryland. Donc c'est là où on trouve en fait le plus de véhicules électriques et le plus de bornes de recharge. Mais on voit également que les puissances publiques ici sont en train la puissance publique est en train de financer, puisqu'il y a un plan de 7,5 milliards de dollars pour pouvoir financer des bornes publiques et donc un réseau de rechargement. C'est relativement peu, en fait. Le chiffre est impressionnant, mais c'est relativement faible parce que finalement, le pays est très, très étendu et tous les États et toutes les régions ne peuvent pas passer aux véhicules électriques. Il y a quand même des distances à parcourir qui sont relativement importantes. Et donc, au fin fond du Dakota du Nord ou dans le Minnesota, ça va être compliqué. Voilà, ou dans le Kansas ou dans les grandes plaines du Midwest, c'est difficile. Donc, ce ne sont pas les endroits où on verra beaucoup de véhicules électriques, même dans 25 ans, même dans 30 ans.
on verra encore beaucoup d'hybridation ou de modèles thermiques. Donc on aura certaines zones qui vont être beaucoup plus équipées en termes de réseau de rechargement. Et Tesla n'est pas le seul d'ailleurs à avoir lancé son réseau. Il y a également Volkswagen avec Electrify America qui est en train de déployer un réseau complet de rechargement pour les marques Audi, Porsche et Volkswagen, pardon. Et donc on a quand même une certaine dynamique en termes de réseau de rechargement, mais ça restera sur des régions où potentiellement on verra le véhicule électrique avoir un certain succès. Donc ce ne sera pas uniforme dans tout le pays. Quand vous voyez Bertrand Rakoto, Carlos Tavares présenter un Dodge Ram, qui est donc typiquement la voiture, on parlait du Dakota, du Kansas, du Colorado, tous ces États où on a envie de prendre la route comme ça, où on sait que même si ça consomme beaucoup d'essence, on peut parcourir quand même des distances assez hallucinantes. Quand il vous présente ce Dodge Ram électrique avec un son travaillé, évidemment c'est que de la musique, comme on a su le faire pour certaines voitures diesel par le passé dans le groupe Volkswagen, est-ce que c'est que de l'affichage ou est-ce que c'est aussi, voilà, Stellantis, c'est aussi les États-Unis, on est là et on part à la conquête de Tesla sur sa pelouse, j'allais dire. Alors oui, il y a une vraie demande et il y a un vrai marché pour les pick-up électriques. On l'a vu avec le lancement de Rivian dernièrement. Le Ford F-150 Lightning qui a été présenté par Ford serait déjà en fait toute la production pour la prochaine année serait déjà réservée. Donc il y a une véritable demande pour les trucks électriques. La raison en fait est double, c'est que d'abord il y a beaucoup de trucks qui sont réservés ou de pick-up qui sont réservés en fait à un usage local par des entreprises, donc je dirais des artisans ou des entreprises qui ont une flotte pour lesquelles en fait le véhicule électrique étant captif, ça a beaucoup plus de sens en fait d'avoir un véhicule électrique qu'un véhicule thermique. Et puis il y a également une partie de la population qui s'intéresse au pick-up comme véhicule familial, dont je fais partie d'ailleurs, voilà. Et pour lequel en fait un véhicule électrique a un usage, on dira local. Pour une partie loisir et également une partie en fait, c'est quand même des véhicules qui sont relativement grands. Il y a une réelle clientèle en fait pour ça. Il faut rappeler que les trucks, enfin les pick-up aux États-Unis, c'est quand même 25% du marché. 25% du marché. Arnaud, vous vouliez réagir? Oui, sur le marché américain, le différentiel entre l'Amérique du Nord et l'Europe, on le voit dans le plan stratégique de Stellantis. Ils disent en 2030, on veut 100% de modèles électriques pour l'Europe et plutôt 50% pour l'Amérique du Nord. Donc voilà, c'est 2 fois moins. Ça dit, c'est pas rien du tout, donc on peut pas y voir qu'un effet d'affichage. Vous citiez la Dodge Ram électrique, ce qui peut être vu un peu antinomique. Comme antinomique, effectivement, oxymoresque. Ils annoncent aussi le Jeep F-150, électrique. C'est pareil, le Ford F-150, c'est pareil. Voilà, pour la Jeep électrique aussi, ça peut paraître atypique. Mais bon, on voit qu'ils s'y lancent quand même. Et pour revenir sur les atouts que peut avoir un Stellantis face à Tesla ou même aux autres constructeurs, c'est comment est-ce qu'on peut faire des véhicules électriques qui soient désirables, parce que l'électrification, ça a un coût. La batterie, aujourd'hui, ça a encore un coût. C'est extraordinaire de voir d'ailleurs que Tesla est désirable. Enfin, ça fait pas longtemps qu'on imagine une voiture américaine, un constructeur américain faire des voitures désirables. Un Stellantis qui peut s'appuyer sur Maserati ou Alfa Romeo, il peut avoir son épingle à tirer. Voilà, c'était aussi la question que je voulais vous poser à tous. Bernard Julien, Stellantis, c'est aussi Lancia qui va ressusciter, on le dit, sous forme de marque de luxe italienne façon DS. Il y a DS, il y a Maserati, il y a des marques quand même assez premium. Est-ce que dans sa conquête de Tesla, c'est aussi viser le premium? Oui, alors, hélas, oui, je dirais, parce qu'effectivement, faire des rames électriques, c'est ce qu'il y a de plus délirant en termes écologiques qu'il puisse être. Donc, c'est pas forcément ce que... Sur le recyclage, vous voulez dire, après, c'est ça? Tout d'ailleurs, parce que essayer de mouvoir des machins qui pèsent des tonnes avec un moteur électrique, avec en plus des annonces d'autonomie aussi importantes, ça veut dire qu'on a bouffé tout le lithium de la planète en 2 jours, si vous voulez. Donc, on aurait pu s'attendre ou rêver que Stellantis s'attaque au marché électrique là où il est important qu'il se développe, en Europe par exemple, en Chine éventuellement, c'est-à-dire sur des petits véhicules qui permettent de régler une partie de la question des émissions et de la question de notre dépendance aux énergies fossiles. Ce que l'on doit constater, c'est que depuis qu'il est là, Tavares est absolument obsédé par le haut de gamme et par la montée en gamme, et est en train d'oublier la vocation d'un constructeur comme PSA, qui était quand même, comme Fiat d'ailleurs, de servir le marché de la petite voiture italien, le marché de la voiture des segments A et B, qui fait quand même 60% du marché. Et là, on a Renault, mais on n'a pas
Stellantis pour l'instant, et moi je trouve que c'est hautement dommageable et j'espère de tout mon cœur qu'on ne va pas soutenir publiquement un effort pour faire de Stellantis un groupe américain plutôt qu'un groupe européen orienté sur le haut de gamme. Il y a déjà trop de monde. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'on part du principe que la voiture électrique, elle est chère, elle est beaucoup plus chère que la voiture thermique, et donc du coup elle est devenue premium. Est-ce que c'est ça? Tavares se dit lui-même. Et il dit le véhicule électrique, c'est peut-être pas la bonne. Le véhicule 100% électrique généralisé, c'est peut-être pas la bonne solution pour parvenir à réduire les émissions de gaz à effet de serre, parce que les volumes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est ce que pollue un véhicule fois le nombre de véhicules concernés. Donc il dit si le véhicule électrique, un véhicule électrique, c'est cher, et donc ça s'adresse qu'à une partie de la population. Le reste de la population va rester avec ses véhicules thermiques. Ancienne génération en plus, donc il va être plus polluant que si on développait des véhicules thermiques ou hybrides moins polluants. Donc il dit c'est sûrement pas la meilleure manière de faire, y compris sociale, mais puisque le régulateur européen nous y oblige, on n'a pas de choix que s'y lancer. Bernard Desbouvry. Oui, tout à fait. Alors moi, je dirais que les différentes marques du groupe Stellantis, c'est à la fois un atout, effectivement, parce qu'il a différents positionnements, etc. Mais c'est aussi un petit peu un boulet, parce qu'il y a beaucoup de marques qui doivent être relancées, repositionnées. En plus, il y a l'électrique, il faut faire beaucoup de transformations dans le groupe. Et donc, ça veut dire que ça coûte très cher, ça nécessite énormément d'efforts. Si on compare à, par exemple, une marque, un groupe comme Tesla, qui est monomarque. Enfin, donc, vous avez vu les résultats financiers de Stellantis, ils peuvent se le permettre. Contrairement à d'autres. J'espère. C'est vrai que là, on est... Bon. Non, mais là-dessus... Oui, non, c'est vrai. Non, mais... Il y en a qui manquent de cash, pardon, mais là, je sais pas. Regardez les bonnes ventes électriques de Stellantis. Les bonnes ventes électriques de Stellantis, c'est quand même la 500e, c'est la 208 électrique. Donc, si vous voulez, il y a une vraie attente. Alors, bien sûr qu'on est plutôt à 28 000 ou à 30 000 euros, mais on n'est pas à 80, si vous voulez. Donc, il y a indéniablement une attente du marché des professionnels, entre autres, pour développer des véhicules électriques qui soient beaucoup plus abordables. Il y a un projet qui est quand même, à mon sens, extrêmement en phase avec cela, qui est le projet de R5 électrique de Renault. Oui. Moi, j'attendais que Stellantis affirme une ambition, non pas sur des espèces de chars d'assaut électriques américains ou sur des R5 électriques, mais sur des vraies voitures électriques pour les vrais gens. La R5 électrique, je demande à voir, parce que vu les prototypes, je ne suis pas sûr que ce soit une voiture populaire, abordable. Elle est annoncée à 22 000. Ouais, bon, écoutez, on verra. 500E, d'ailleurs, j'ai eu un petit flash. Je me suis vu en 1988. À l'époque, c'était une Mercedes plutôt très puissante, la 500E. Mais effectivement, vous parliez de la petite Fiat. Bertrand Rakoto, trêve de plaisanterie pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Oui, en fait, il y a un véritable problème en fait, économique sur le véhicule électrique. Il faut commencer quelque part, et ce n'est pas forcément par des véhicules populaires qu'on peut commencer. La technologie doit d'abord se démocratiser, et on le voit en fait depuis cette année, depuis décembre, le prix du lithium ne cesse d'augmenter. Donc, est-ce qu'on peut résoudre l'équation économique du véhicule électrique pour le rendre abordable ? Pour l'instant, c'est pas simple. Et quand on parle de véhicules électriques ou de 100% de véhicules électriques d'ici 2030 ou 2035, il faut voir que, en fait, dans ce 100% de véhicules électriques, on parle aussi de véhicules hybridés, de différents niveaux d'hybridation. Quand, par exemple, en Californie, on parle de bannir le véhicule thermique, en fait, on bannit le véhicule purement thermique. C'est-à-dire que tout ce qui va être plug-in sera libre à la vente en 2035, lorsque le mandat californien obligera, en fait, le véhicule électrique sur l'État californien. Donc, c'est quelque chose d'assez complexe, en fait, l'approche du marché. Et c'est quelque chose aussi auquel les constructeurs doivent répondre. Ils doivent répondre en fait à des standards qui sont établis par des gouvernements, et également à une demande, et rester dans un ordre de grandeur économique qui leur permet d'être rentables, et qui leur permet également, dans le même temps, de pouvoir répondre à une demande de la population, et donc à des besoins, à des moyens d'investir. Donc c'est très compliqué en fait de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir évoluer dans ce marché-là. Sachant qu'on essaie de pousser de plus en plus vers ces véhicules électriques, sachant qu'il faudra donc les véhicules et la technologie en elle-même, ce n'est pas la panacée. Il faut aussi qu'il y ait toute l'infrastructure et également la production d'électricité. Je reboucle un petit peu avec la première question. On sait qu'aux États-Unis, il faudra produire 22% d'électricité en plus d'ici 2030. Et en France, on parle de 15 fois plus d'électricité d'ici 2040 si on veut vraiment électrifier le parc. Alors, a-t-on les moyens en fait, de pousser tout ça en même temps ? Et donc de faire subir toutes ces hausses en termes de prix du véhicule, mais aussi de l'infrastructure et de l'énergie, c'est une véritable question. C'est une véritable question. Est-ce que Carlos Tavares, finalement, doit avoir cela en cheval de bataille ou
ou autre chose. Il a ça en cheval de bataille et il s'exprime parfois en tant que citoyen ou représentant de la profession automobile. Schizophrénie Tavares. C'est comme ça qu'il le dit en tout cas. Ouais. Mais c'est toute la profession automobile qui dit que ça a un coût, cette transition énergétique, et à voir qui c'est qui paye, entre l'acheteur ou le contribuable. Après, une autre bataille qu'il doit avoir, quand on parle de Tesla, on pense d'abord à la motorisation électrique. Il y a aussi tout le software embarqué, à la fois pour, Tesla, c'est du soft, pour maîtriser les consommations d'énergie, mais aussi pour l'expérience client. Et à ce moment-là, il y a plusieurs stratégies. Celle de Tesla, qui est une compétence propre aux constructeurs, ils intègrent cette compétence. Il y a d'autres modèles qui peuvent marcher et Stellantis choisit de s'associer avec un des GAFAM, un des acteurs tech qui est Amazon, ce qui peut être une stratégie gagnante aussi. Et Tesla, effectivement, est pris en exemple sur justement le soft qui peut-être, et sans doute malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, je ne prends pas position là-dessus, remplacera le hard au fil des années dans l'industrie automobile. Merci à vous quatre d'avoir participé et à très bientôt sur Mobility TV.